Dans les années 80, Pepsi lance le Pepsi Challenge. Ils font goûter leur soda et celui de Coca-Cola en aveugle à des milliers de personnes. Résultat, la majorité préfère Pepsi. Alors, Pepsi devrait dominer le marché, non? Sauf qu'ils refont l'expérience. Cette fois en montrant les marques aux gens, et là, le résultat est inverse, les gens préfèrent Coca. Même produit, même bouche, mais le résultat est complètement différent. Votre cerveau vient littéralement de changer le goût en fonction du logo. C'est ça le marketing. Je me présente, je m'appelle Stan Leloup, j'ai créé la plus grosse chaîne YouTube sur le marketing en France, j'ai écrit un best-seller sur le marketing aux éditions Erol, j'ai vendu des millions d'euros de produits sur internet et aujourd'hui, je vais vous donner tout ce que vous avez besoin de savoir pour devenir bon en marketing. Il y a 3 piliers essentiels du marketing. D'abord, le positionnement. Comment faire en sorte que votre produit résonne avec les bonnes personnes. Ensuite, l'attention. Comment capter l'œil de votre audience. Et enfin, la vente. Comment transformer cette attention en argent. Mais avant tout, il faut détruire un mythe. La plupart des gens ont une vision complètement fausse du marketing. Ils pensent que le marketing, c'est créer des besoins chez les gens, les manipuler pour qu'ils achètent des choses inutiles. Mais tous les marketeurs expérimentés savent que c'est impossible de créer le besoin. Au contraire, les marketeurs sont obsédés par 2 choses. Numéro 1, comprendre ce que les gens veulent. Et numéro 2, le leur donner. Parce que si ça vendait mieux, toutes les pubs seraient des articles scientifiques qui démontrent par A plus B quel produit est le meilleur. Si ça vendait mieux, McDo servirait du poulet brocoli. Le marketing, ça commence par analyser le client. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça le marketing. Marketing, ça vient de market, c'est le marché. Et le marché, c'est juste un mot enjolivé pour dire les clients. Donc le marketing, c'est pas juste la pub. La tâche la plus importante du marketing, c'est de décider quel produit vendre et à qui. Alors, si vous n'aimez pas les résultats du marketing, si vous le trouvez souvent grossier, bourrin ou mensonger, vous n'avez pas tort, mais le coupable, c'est pas le marketing, c'est la nature humaine. Alors la première compétence d'un bon marketeur, c'est d'accepter la nature humaine comme elle est. Et maintenant qu'on a compris ça, la vraie question devient, comment est-ce que les gens prennent leurs décisions d'achat? Il y a 3 niveaux pour vendre un produit et 99% des gens se trompent de niveau. Le niveau 1, c'est la logique. C'est expliquer pourquoi votre produit est meilleur que les autres avec des arguments rationnels. A plus B égale C. Par exemple, dire « mon produit coûte 10% moins cher que mon concurrent pour la même performance ». Le problème, c'est que c'est le niveau le plus faible. Et la raison, c'est que la logique, même si elle convainc les gens, ne déclenche pas l'action. Combien de fois est-ce que vous avez procrastiné quelque chose qui était logiquement bon pour vous? Que ce soit vous mettre au sport, ou lancer ce business, ou même réviser pour un examen. Vous avez beau vous dire « il faut vraiment que je m'y mette », ça ne marche pas. Parce que la logique ne déclenche pas l'action. Regardez la perte de poids. Aucun vendeur de formation sur la perte de poids ne vous explique la perte de poids c'est bon pour la santé. Non, il vous montre un avant-après, un mec avec des abdos, une fille en bikini. C'est cette émotion qui va vous faire acheter. Donc la logique ne déclenche pas l'action, mais elle reste importante. Elle arrive après la décision émotionnelle pour justifier cette décision. Il y a une phrase célèbre de JP Morgan qui dit « Les gens ont 2 raisons de faire quelque chose, une bonne raison et la vraie raison ». La logique est là pour donner aux gens la bonne raison, pour qu'ils puissent se justifier à eux-mêmes et à leur entourage qu'ils ont pris cette décision. Mais ce n'est pas ça qui les fait acheter. Parce que pour comprendre la vraie raison, il faut aller au niveau 2. Le niveau 2, c'est l'émotion. C'est le premier levier qui fonctionne vraiment. Regardez une pub de parfum, une pub de bière, une pub de yaourt. Les messages ne sont pas basés sur les bénéfices du produit, ils sont basés sur l'émotion que vous allez ressentir en consommant ce produit. Dans la vente de formation, c'est crucial. C'est l'émotion qui motive les gens à passer à l'action. C'est la douleur qu'ils ont sur leurs problèmes et le désir qu'ils ont d'avoir des résultats. Il y a aussi le côté parasocial, l'émotion que me procure une certaine personne. Pourquoi est-ce qu'on engage un tennisman pour vendre un Kinder Bueno ou du parfum, alors que ni l'un ni l'autre n'ont de rapport avec le produit? C'est parce que ces personnes nous procurent une certaine émotion. Et la marque essaye de transférer cette émotion au produit. Et on pourrait se dire que les marketeurs ont le choix. Ils pourraient faire appel à l'émotion, mais ils pourraient aussi faire appel à la logique. En réalité, il y a une explication qui, ironiquement, est une explication logique, qui vous montre pourquoi un produit qui est vendu purement sur la logique ne rapporte pas d'argent. Imaginez un produit qui est vendu 100% sur la logique. Une autre entreprise peut faire le même produit et le mettre 10% moins cher et manger 10% de votre marge. Alors, comme vous vendez purement sur la logique, vous essayez de baisser votre prix de 20%. Eux le baissent de 30% et ainsi de suite jusqu'à ce que plus aucune entreprise ne génère de profit. Pour prendre un exemple de la vie quotidienne, c'est à peu près ce qui est arrivé aux compagnies aériennes. Les gens choisissent purement sur le prix. Et c'est pour ça que Warren Buffett a un jour dit que les compagnies aériennes sont un des pires business au monde du point de vue d'un investisseur. Mais une fois que vous vendez sur l'émotion, c'est différent. Parce qu'un concurrent ne peut pas répliquer l'attachement que vous avez à Coca-Cola ou à Apple. Et c'est aussi compliqué de répliquer la relation qu'on peut avoir avec un créateur de contenu. Et comme les consommateurs ne choisissent pas sur un rapport qualité-prix, ils sont prêts à payer plus pour cette émotion. C'est là que l'émotion génère du profit. L'émotion ne coûte pas tant d'argent que ça à créer et les gens sont prêts à payer pour. Mais ce n'est pas encore le levier le plus puissant parce que le niveau 3, c'est l'identité. Et c'est ça le niveau le plus puissant du marketing. L'identité, c'est l'idée que acheter ce produit
dit quelque chose sur qui je suis en tant que personne. C'est soit l'image que je vais avoir de moi-même, soit l'image que je vais renvoyer aux autres. Toutes les marques les plus rentables sont basées entièrement sur le concept d'identité. Quel type de personne vous allez être quand vous utilisez ce produit? C'est le cas bien sûr de toutes les marques de luxe, c'est le cas de toutes les marques de parfums, c'est le cas de toutes les marques de voitures, les marques de montres, les marques de vêtements et certaines marques d'électronique comme Apple. En achetant ce produit, vous allez devenir un certain type de personne. Et ensuite, les gens ne voudront pas perdre cette identité et vont rester fidèles à la marque, même si les produits sont peut-être moins performants que ceux d'une autre marque, même si les produits coûtent beaucoup plus cher que quelque chose de générique que vous auriez pu trouver chez Carrefour. Évidemment, les gens qui achètent ce genre de produits auront tout un tas d'argumentaires pour vous expliquer qu'en réalité, le produit est meilleur et que leur choix est parfaitement logique. Mais là, on retombe dans cet élément de les gens achètent en réalité pour l'émotion et l'identité et le justifient a posteriori par la logique. Donc si vous êtes le type de personne qui achète des produits Apple, vous allez continuer à acheter des produits Apple. Vous allez dire que oui, mais c'est parce que l'iPhone est mieux pour telle ou telle raison. Mais en réalité, si on est 100% honnête avec nous-mêmes, vous n'allez jamais comparer point par point pour savoir si cette année, le dernier Xiaomi ou le dernier Google Pixel est meilleur. Les formations en ligne sont une des catégories de produits avec le plus gros taux de profit au monde, puisque la marge approche des 100%. Et la raison, c'est que les meilleures formations vendent aux gens une nouvelle identité. Achetez cette formation et vous allez être meilleur que vous êtes aujourd'hui. Vous allez être plus mince, plus musclé, plus beau, plus riche, plus respecté, plus heureux. Et donc si un nouvel arrivant fait à peu près la même formation que votre créateur de contenu préféré, mais 20% moins cher, vous allez quand même acheter la formation de votre créateur préféré. Son prix est donc défendable et c'est pour ça qu'il peut générer beaucoup de marge. On a donc 3 niveaux du marketing. La logique est importante pour aider les gens à justifier leurs achats, mais elle ne déclenche pas l'action. L'émotion est ce qui pousse les gens à payer. Ils achètent le produit pour supprimer une émotion négative ou pour accéder à une émotion positive. Et l'identité est ce qui pousse les gens à payer cher. C'est ce qui rend un produit irremplaçable, quel que soit le coût. Mais alors, comment est-ce qu'on vend sur l'émotion ou l'identité? Voici la pièce suivante de notre puzzle. Tout produit doit répondre à un besoin. Et si vous pensez que c'est faux, qu'il y a plein de produits qui ne répondent pas à un besoin, c'est parce que vous ne comprenez pas le concept de besoin. On parle de besoin au sens de la pyramide de Maslow. Il y a des besoins fondamentaux, avoir un toit, manger, boire, mais il y a aussi des besoins sociaux, il y a des besoins d'actualisation de soi. Au sens du mot besoin, comme on l'utilise dans un contexte marketing, ce sont tous des besoins. Donc le besoin, c'est pas une question de juger ce qui est vraiment important ou pas dans la vie des gens. Le besoin, c'est les gens ressentent un manque, ils veulent combler ce manque. Et ce manque vient essentiellement de notre ADN et de la manière dont on a été programmé. Pour le meilleur et pour le pire, les humains ont envie à la fois de faire partie du groupe et de se distinguer au sein de ce groupe. Et donc ils sentent un manque s'ils se sentent exclus ou s'ils sentent que leur statut au sein du groupe n'est pas suffisant. C'est pour ça que tout le monde au collège avait un ISPAC. Évidemment, on n'a pas besoin d'un ISPAC ou d'une paire de Air Jordan pour survivre. Ce dont on a besoin, c'est d'appartenir au groupe. Le produit est juste un moyen de remplir ce besoin. Donc parfois les gens pensent que la pub crée un certain besoin. Par exemple, on va dire que la pub crée pour les femmes le besoin d'être belle. Mais c'est inexact parce qu'en réalité, la pub est là pour exploiter un besoin préexistant. C'est pas vraiment un argument éthique, vous pourriez dire que c'est pas éthique d'exploiter les besoins les plus primaires des gens, vous faites comme vous voulez. Mais ce serait une erreur de croire qu'avec tout le budget pub du monde, vous allez pouvoir créer un nouveau besoin en dehors de ce besoin d'appartenir au groupe, de ce besoin de statut, de ce besoin de sécurité, etc. Donc c'est vraiment absolument essentiel de comprendre qu'on ne peut pas créer un besoin. On peut créer une demande, mais il y a une grande différence entre demande et besoin. Le besoin, c'est le manque, c'est le trou qu'il y a dans le cœur des gens. On ne peut pas créer ce manque. Par exemple, Listerine existait depuis 1879 comme antiseptique chirurgical. Aucun consommateur ne voulait acheter ce truc-là. Dans les années 1920, ils ont inventé le terme médical halitose pour parler de la mauvaise haleine. Et ils ont lancé des pubs qui montraient les gens socialement rejetés à cause de leur haleine. Donc, ils ont connecté leurs produits au besoin fondamental d'appartenance sociale, ne pas être repoussant et être accepté par les autres. Logiquement, les ventes ont explosé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas créer un nouveau besoin. Vous devez trouver un besoin préexistant et connecter votre produit à ce besoin. Par contre, vous pouvez renforcer un besoin existant. Il y a une technique de vente de base qui s'appelle problème, agitation, solution. On définit un problème, ensuite on agite le problème en racontant une histoire ou en montrant des images qui montrent à quel point le problème est grave et ruine la vie des gens, et finalement, on propose une solution. Donc dans le cas de Listerine, ils n'ont pas créé le besoin d'être acceptés socialement. Ce besoin existe depuis que l'humanité existe. Ce qu'ils ont fait, c'est agiter ce besoin. Ils ont commencé par définir un problème, vous avez peut-être une mauvaise haleine et vous vous en rendez même pas compte. Ensuite, ils ont agité le problème avec des pubs qui montraient des histoires dramatiques, une femme qui ne comprend pas pourquoi elle ne trouve pas de mari, un homme qui n'est jamais invité aux soirées, des gens qui murmurent dans leur dos, t'as vu ce mec-là, il pue de la gueule. Et finalement, la solution, Listerine élimine la litose. Donc, tous les produits qui fonctionnent sont en fait un remix
des mêmes quelques besoins fondamentaux. Même les produits d'hygiène personnelle comme l'Listerine, le dentifrice ou le déo sont au final vendus sur le besoin d'appartenance sociale. Une fois que vous avez compris le besoin, il faut expliquer aux gens comment le produit va résoudre leurs problèmes. C'est ce qu'on appelle votre proposition de valeur. La manière la plus simple d'écrire une proposition de valeur, c'est de suivre cette formule. Bénéfice plus durée plus différenciation. Donc ça nous donnerait par exemple Domino's Pizza, livré en 30 minutes ou c'est gratuit. On a les 3 ingrédients de la formule. Un bénéfice qui est une pizza fraîche et chaude livrée chez vous, la durée de 30 minutes maximum et la différenciation, si on est en retard, c'est gratuit. Maintenant, voyons comment appliquer cette formule dans votre business. Le bénéfice, c'est le résultat que votre client va obtenir. Perdre du poids est un bénéfice, comme gagner de l'argent ou trouver l'amour. La durée, c'est en combien de temps? Perdre 10 kilos contre perdre 10 kilos en 90 jours, on voit que la deuxième version est beaucoup plus puissante. La différenciation, c'est ce qui rend votre approche unique. Perdre 10 kilos en 90 jours, c'est bien, mais comment? Qu'est-ce qui rend ça crédible? Donc par exemple, perdre 10 kilos en 90 jours sans compter les calories, ça devient déjà plus intéressant. Et si on dit perdre 10 kilos en 90 jours avec le jeûne intermittent, c'est encore un peu mieux. Alors voici d'autres exemples de propositions de valeur qui vont être efficaces. Gagnez vos premiers 10 000 € sur Internet en 6 mois grâce au copywriting freelance. On a un bénéfice 10 000 €, une durée 6 mois et une différenciation, le copywriting freelance. Trouver un emploi dans la tech en 90 jours, même sans expérience, grâce au projet open source. Bénéfice, un emploi dans la tech, durée 90 jours, différenciation, les projets open source et ne pas avoir besoin de diplôme. Passer de 0 à 10 000 abonnés YouTube en 12 mois en publiant une vidéo par semaine. Le bénéfice, c'est les 10 000 abonnés, la durée, c'est 12 mois, et la différenciation, c'est une vidéo par semaine, pas besoin de publier tous les jours. Vous remarquerez que j'ai pris plusieurs exemples de formations en ligne à la suite. C'est parce que mon business s'appelle Schoolmaker. C'est une plateforme qui rend vos formations plus faciles à vendre, en ajoutant un parcours structuré, de l'accompagnement et une communauté. Et ça d'ailleurs, c'était ma proposition de valeur. Mais j'ai aussi pris des exemples de formations, parce que les propositions de valeur des formations ont le mérite d'être plus explicites. Si vous prenez une marque comme Nike ou Apple, il y a bien sûr une proposition de valeur, mais elle est exprimée de manière plus subtile. Parce que si on prend Just Do It ou Think Different, ce sont des slogans, c'est pas des propositions de valeur. La proposition de valeur serait quelque chose du type devenez la meilleure version de vous-même pour Nike et devenez une personne créative et cool avec une vie sans friction pour Apple. Mais sur ce genre de grande marque, la proposition de valeur est communiquée de manière plus indirecte. Et souvent, elle ne contient pas de durée. Par exemple, les pubs Apple Watch Ultra communiquent l'idée que vous allez devenir un aventurier grâce à cette montre. Donc, on est au niveau de l'identité, mais c'est montré à travers les visuels et ça n'est pas dit directement. Mais ça, c'est une technique beaucoup plus avancée. Et généralement, si vous débutez dans le marketing, il vaut mieux commencer par apprendre à faire des promesses plus explicites. Donc la formule bénéfice plus durée plus différenciation est une bonne manière de commencer. Mais c'est important de savoir qu'il y a des méthodes plus subtiles qui vous attendent quand vous aurez progressé. Mais maintenant qu'on a une proposition de valeur, parlons de à qui est-ce qu'on vend. C'est le concept d'avatar client. Le concept le plus important à comprendre ici, c'est que vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Si votre message c'est mon produit aide tous les entrepreneurs, vous ne parlez à personne. Parce que votre client se pose une question. Est-ce que ce truc-là est pour moi? Et si vous parlez à tous les entrepreneurs, la réponse est floue. Mais si vous parlez à Nicolas, consultant freelance de 35 ans, qui veut passer de 4 000 à 10 000 € par mois, la réponse devient évidente. Est-ce que je suis comme Nicolas ou non? C'est la différence entre un médecin qui vous prescrit un médicament pour réduire votre tension artérielle et un gars qui vous vend un élixir magique censé guérir toutes les maladies. Il y en a un qui est crédible et l'autre non. Autre exemple, ma formation pour les copywriters freelance a fait 10 fois plus d'argent que ma formation qui s'adresse à tous les freelances. Il y a des gens qui font des millions par an juste en vendant aux thérapeutes, ou juste aux avocats, ou juste aux dentistes. Ces produits marchent parce que, en parlant à un client cible précis, ils rendent leurs promesses plus crédibles. Alors, à quel point faut-il être spécifique? La réponse, c'est que quand vous commencez, vendez à une personne. C'est ça qui nous donne Nicolas, consultant freelance de 35 ans. Nicolas peut être une vraie personne que vous avez rencontrée dans la vraie vie ou avec qui vous avez discuté, ça peut être un de vos premiers clients, ou ça peut être une personne imaginaire, qui est l'archétype de votre client cible. Pour définir votre avatar client, vous devez à la fois définir les critères démographiques, c'est-à-dire l'âge, le sexe, la localisation, les revenus, et les critères psychographiques, c'est-à-dire les peurs, les désirs, les valeurs, le style de décision. Par exemple, le client typique de Marketing Mania, c'est un intello avec une grosse proportion d'ingénieurs qui veulent comprendre profondément et qui veulent réussir en étant plus intelligents que les autres et avec les meilleures méthodes. Ça se manifeste dans tout ce qu'on va faire sur Marketing Mania. Du contenu d'analyse compliqué, des longues formations, des pages de vente détaillées. Tout ça repousse 90% des gens pour qui mon contenu est trop long et trop compliqué. Ils veulent juste qu'on leur donne les 7 étapes pour devenir riche sur Internet. Mais ça attire les 10% des gens qui veulent comprendre et tout mon business tourne sur ces gens-là. C'est la réalité du marketing spécifique. C'est impossible de vendre
sans repousser personne. Même Apple a ses haters. Alors, définissez qui vous voulez attirer spécifiquement et vous serez prêt à repousser toutes les autres personnes. Prenez par exemple Dr. Squatch, une marque de savon pour hommes. Leur avatar, c'est Mike, 34 ans, un mec qui vit le métro boulot dodo, mais qui va quand même à la salle 3 fois par semaine. Il en a marre d'utiliser le même savon senteur lavande que sa copine, il veut se sentir masculin, même en achetant du savon. Il veut un produit qui fait un peu premium, mais il veut éviter les marques féminines du type L'Oréal. C'est le genre de mec qui écoute Joe Rogan, qui fait des bains froids et qui se dit que la masculinité est en crise. Ça se traduit dans tout le marketing. On a un packaging sobre, sans couleur pastel. On a des noms de produits comme la sèvre de pin, le rhum de la baie, et on n'a pas de termes connotés féminins comme aux extraits d'huile naturelle de lavande, etc. Un de leurs slogans, c'est « Vous n'êtes pas une assiette, vous êtes un homme ». C'est une critique directe des savons commerciaux génériques qui sentent un peu des odeurs chimiques. Et dans leur pub, ils jouent à la fois sur l'émotion et l'identité. Dr. Squatch knows a man showers a man's castle, the only place he's truly free, a sacred space only he can understand. That's why we built our soaps to give you the best feeling, smelling, peaceful showers you deserve. Évidemment, ce marketing va complètement repousser les femmes. Ça va aussi repousser les hommes qui s'en foutent et qui utilisent n'importe quoi. Et ça va repousser tous les gens qui trouvent que le marketing genré, c'est stupide. Mais en repoussant tous ces gens-là, aujourd'hui, Dr. Squatch fait plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et ils vendent du savon. Littéralement, le produit, c'est juste du savon naturel. Il y a 1000 marques qui vendent le même produit, mais ils ont choisi un avatar ultra spécifique, et du coup, leur marketing résonne. Une fois que vous avez cerné votre avatar, vous allez vous rendre compte que tous les marchés ne sont pas au même niveau. Il y a un modèle célèbre de Eugene Schwartz qui classe les marchés selon 5 niveaux de sophistication. Le niveau 1, c'est le marché vierge. Personne n'a jamais vendu ce type de produit avant, alors votre message, c'est juste le produit existe. Si on prend l'exemple de la perte de poids, la première personne à avoir inventé des produits sur la perte de poids avait juste besoin de dire « avec mon produit, vous allez perdre du poids ». C'est tout, il n'y avait pas besoin d'en dire plus, les gens ne connaissent pas de solution et on est le premier. Un exemple de marché vierge aujourd'hui serait une solution IA qui prend automatiquement des rendez-vous au téléphone pour les plombiers. Les plombiers n'ont jamais entendu parler de ce genre de produit, donc vous n'avez pas besoin de vous différencier plus que ça. Les pionniers sur un marché se cassent très souvent les dents, parce que la plupart des gens sont conformistes. Et donc, aussi bon votre produit soit-il, 95% des plombiers ne voudront pas en entendre parler tant qu'ils n'ont pas au moins 2 ou 3 collègues qui utilisent votre solution. Et là, je ne parle pas que des plombiers. Ce sera tout aussi difficile de convaincre les jeunes mamans, les cyclistes amateurs ou les web entrepreneurs de tester une toute nouvelle catégorie de produits. Donc même si on pourrait naïvement penser qu'un marché vierge est une autoroute, le marketing est tout aussi compliqué que sur des marchés plus matures, et souvent il est encore plus dur. Le niveau 2, c'est promettre plus que les concurrents. À ce niveau-là, il y a d'autres personnes qui vendent la même chose que vous. Donc maintenant, vous devez promettre plus vite, plus facile, plus efficace. Le message devient « perdez 5 kilos en 30 jours ». Vous vous différenciez par l'amplification de la promesse. Un exemple de marché à ce niveau serait les matelas en ligne. Au départ, c'était un marché vierge. Le simple fait d'acheter un matelas sur internet pour moins cher, c'était une innovation. Mais une fois qu'il y a eu plusieurs entreprises sur le créneau, il faut renforcer l'offre. Donc on va commencer à proposer 100 nuits d'essai gratuits, les retours gratuits, etc. Le niveau 3, c'est le mécanisme. À ce niveau, beaucoup d'autres personnes vendent la même promesse que vous. Et tout le monde essaie de promettre plus que le voisin, au point que les promesses ne semblent plus crédibles. Donc maintenant, vous devez expliquer comment votre produit résout le problème et en quoi il est différent. Par exemple, avec le message « perdez du poids avec le régime cétogène ». Vous vous différenciez par le mécanisme, c'est-à-dire le moyen par lequel le produit répond aux besoins. Un exemple de marché à ce niveau aujourd'hui serait les entreprises comme HelloFresh qui livrent des boîtes avec tous les ingrédients dans les bonnes proportions pour préparer vos repas chez vous. Le besoin est comment manger sainement, et la réponse classique c'est achetez des légumes au supermarché et faites-vous à manger. HelloFresh et leurs concurrents apportent un nouveau mécanisme pour résoudre ce problème plus facilement. Le niveau 4, c'est le mécanisme amélioré. À ce stade-là, le marché a déjà plein de mécanismes différents qui existent, donc vous devez montrer que votre version est meilleure. Souvent, on se positionne contre un mécanisme qui existe déjà. Par exemple, perdez du poids avec le régime cétogène 2.0 sans les effets secondaires négatifs. Un exemple de marché à ce niveau actuellement, c'est les formations sur comment gagner de l'argent sur Internet. On va vous dire, le dropshipping avec la pub Facebook, c'est mort, maintenant il faut être sur TikTok Shop. On se positionne contre le vieux mécanisme qu'on vous vendait il y a quelques années. Le niveau 5, c'est l'identification pure. Le marché est devenu tellement sophistiqué que les arguments rationnels ne fonctionnent plus. On vend sur l'identité et l'expérience. Le message devient pour les gens qui veulent être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ce que font Apple, Nike, Tesla et essentiellement toutes les grandes marques qu'on connaît depuis l'enfance, de Danone à Coca en passant par McDo. Aujourd'hui, si vous lancez un business, je suppose que vous n'allez pas vous frotter directement à Nike ou Danone sur un marché mature. Vous allez peut-être être au niveau 1, auquel cas le défi est de convaincre les gens de tester un tout nouveau type de produit, mais c'est rarement le cas. 99% d'entre vous seront au niveau 2, 3 ou 4. Au niveau 2, l'enjeu est de promettre plus que ce qui existe déjà. Améliorer la promesse.
Ça peut être un résultat plus fort, plus rapide ou une meilleure garantie. Ça peut aussi dire vendre moins cher. Au niveau 3, l'enjeu est de trouver un mécanisme crédible pour expliquer de manière persuasive en quoi votre produit est meilleur. Et au niveau 4, l'enjeu est de vous positionner de manière clivante en expliquant pourquoi les mécanismes concurrents sont mauvais. C'est le discours basique de tous les produits naturels qui vous explique que les déos du supermarché vont vous donner le cancer des aisselles. Selon le niveau où en est votre marché, il va falloir positionner votre message de manière différente. Mais il y a une chose qui ne change jamais. On a compris le besoin, on a une proposition de valeur, on a un avatar, on connaît la sophistication du marché. Maintenant parlons du positionnement. Et voici le concept clé. Tout positionnement est un contre-positionnement. Le positionnement, c'est se choisir un ennemi. Plus votre ennemi est marqué, plus votre positionnement est fort. Dr Squatch se bat contre les produits chimiques à l'odeur de lavande artificielle. Dollar Shave Club se bat contre Gillette et les rasoirs hors de prix vendus avec un business model trompeur. Tesla se bat contre l'industrie automobile traditionnelle qui refuse d'innover et qui pollue. Plus votre ennemi est fort, plus votre positionnement est fort. Donc si vous dites « mon ennemi c'est la solitude », personne n'est pour la solitude. Donc votre positionnement est faible. Mais si vous dites « mon ennemi c'est Tinder », Facebook et toutes ces apps qui nous piègent dans des interactions derrière un écran, alors vous avez quelque chose de marquant. C'est par exemple le positionnement de TimeLeft qui permet de rejoindre des dîners avec des inconnus et qui a atteint plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins de 2 ans. Donc une bonne manière de tester votre positionnement, c'est de vous demander est-ce que vous avez un ennemi clair. Regardez Apple. Leur ennemi pendant des années, c'était Microsoft et les PC. Dans le cas de mon business Schoolmaker, le positionnement, c'est les formations à l'ancienne vont mourir parce que les gens n'ont pas envie de payer juste pour des vidéos. Donc notre ennemi, c'est les produits tout en un, qui font emailing, site web, tunnel de vente. Et puis dans un coin, vous avez un espace de formation un peu nul. A l'inverse, Schoolmaker fait juste l'espace de formation, mais le fait très bien, en ajoutant un parcours structuré, de l'accompagnement et une communauté. Avec Schoolmaker, vous pouvez ajouter des étapes à valider sous chaque vidéo qui demandent à votre client de remplir un document, faire un QCM ou même poster dans la communauté. Vous pouvez aussi gagner des heures par semaine tout en répondant à toutes les questions de vos clients avec les consultations vidéo. Et vous pouvez aussi avoir une communauté intégrée pour garder les gens motivés et leur permettre de s'entraider. Donc Schoolmaker rend vos formations plus faciles à vendre en ajoutant un parcours structuré, de l'accompagnement et une communauté. La plateforme est déjà utilisée par plus de 1800 formateurs qui accompagnent plus de 500 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. Vous avez un positionnement. Vous avez un message fort, vous avez compris votre client, et maintenant il y a un problème. Personne ne vous voit. Parce que l'attention, c'est la ressource la plus rare aujourd'hui. Et si vous n'arrivez pas à la capter, tout le reste ne sert à rien. L'attention se divise en 3 éléments. Être au bon endroit, créer de la curiosité et faire levier sur les bonnes émotions. Un des concepts les plus importants de mon livre s'appelle la méthode du camion de glace. Supposons que vous avez un camion qui vend des glaces. Où est-ce que vous le garez? Vous ne le garez pas au milieu de la forêt, où il n'y a personne. Vous ne garez pas votre camion en haut d'une piste de ski. Parce qu'en haut d'une piste de ski, les gens ont envie d'une crêpe et d'un chocolat chaud, pas de manger une glace. Non, vous allez garer votre camion au bord de la plage, là où les gens ont chaud et ont envie d'une glace. Donc le premier levier de l'attention, c'est simplement de choisir d'être là où votre client est. Vous n'allez pas faire venir le client à vous, c'est à vous d'aller à lui. Si votre client est sur YouTube, il faut être sur YouTube. Si votre client recherche sur Google, il faut être sur Google. Si votre client utilise ChatGPT, il faut comprendre comment vous pouvez être dans ses recommandations sur ChatGPT. Une fois que vous êtes au bon endroit, vous avez quelques secondes pour capter l'attention. Ça a toujours été comme ça. Une pub à la télé, c'était 30 secondes. Aujourd'hui, une vidéo TikTok ou un short, c'est 1 minute. Et même sur une longue vidéo YouTube, vous avez finalement 30 secondes au départ pour convaincre les gens de rester. Donc, il faut condenser le message de la manière la plus efficace possible. Et pour ça, il y a quelques leviers qui fonctionnent à tous les coups. Le premier, c'est le trou de curiosité. Le trou de curiosité, c'est le secret des titres putaclic. Vous donnez aux gens une information intéressante, mais vous retenez une pièce essentielle. C'est comme si j'avais écrit une phrase sur une feuille de papier, mais que je l'avais découpée en deux et que je vous donnais juste la première moitié. Maintenant, vous voulez trouver la deuxième partie. Vous voulez finir cette boucle. Vous voulez fermer ce trou. C'est comme si quelque chose vous grattait. C'est comme si vous aviez une piqûre de moustique qui vous démange. Et tant que vous n'avez pas fermé ce trou de curiosité, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Une grande partie de l'art de capter l'attention, c'est l'art de gérer ce trou de curiosité. Parce qu'il y a 2 erreurs possibles. Si le trou est trop grand, ça veut dire que le titre est trop vague et trop mystérieux. Les gens ne comprennent pas de quoi vous parlez et donc ils ne savent même pas pourquoi ils devraient être intéressés. Par exemple, si vous dites « cet exercice a changé ma vie », c'est trop vague. Quel exercice? Il a changé votre vie? Comment? Donc il faut être plus précis. Soit en précisant « exercice », soit en précisant « changer ma vie ». On peut soit dire « comment faire des tractions tous les jours a changé ma vie ». On a précisé dans ce cas-là le côté exercice, mais le bénéfice reste mystérieux. Ou alors on peut aller dans l'autre sens et dire « cet exercice m'a donné des biceps monstrueux ». Dans ce cas-là, on comprend le bénéfice,
mais la méthode reste mystérieuse. A l'inverse, si le trou de curiosité est trop petit, vous avez déjà donné la réponse. Donc il n'y a plus de raison de cliquer ou de continuer à regarder. Par exemple, si votre titre c'est « Comment j'ai fait grossir mes pecs en faisant des pompes tous les jours », on a déjà la réponse et on n'est pas surpris. Dans ce cas-là, il faut agrandir le trou de curiosité. Par exemple en disant « Vous voulez développer vos pecs ? Arrêtez le développer couché ». Cette compétence de savoir doser le trou de curiosité est la chose la plus importante à apprendre pour capter l'attention. Soyez trop vague et les gens ne sont pas intrigués. Soyez trop explicite, ils ont l'impression d'avoir déjà tout compris. Mais si vous avez dosé parfaitement, ils ne peuvent pas s'empêcher d'arrêter de scroller pour combler le trou. Et ça fonctionne encore mieux quand c'est combiné à une autre tactique pour capter l'attention, qui est la négativité. Pour capter l'attention, les émotions négatives fonctionnent toujours mieux que les émotions positives. Parce que notre cerveau est programmé pour éviter le danger avant de chercher le plaisir. Donc la phrase « Pourquoi vous faites cette erreur ?» fonctionne toujours mieux que comment faire ça correctement. Pourquoi cette chose est une arnaque fonctionne toujours mieux que voici la meilleure solution. Pourquoi on vous a menti sur X fonctionne mieux que tout savoir sur X. Si vous combinez négativité et curiosité, vous avez la recette pour une accroche qui fonctionne très bien. Par exemple, si on regarde les vidéos récentes les plus vues du coach fitness Nassim Sahili, à quelle vitesse perd-on du muscle après un arrêt de sport? Les 7 habitudes qui détruisent votre espérance de vie. Du pire au meilleur aliment pour la santé. Ces titres sont assez spécifiques pour qu'on sache exactement ce dont on va parler, mais ils nous cachent la réponse. Et à chaque fois, il s'agit d'un angle négatif, donc on est encore plus motivé pour découvrir la réponse. Vous avez un positionnement fort. Vous avez capté l'attention, les gens vous écoutent. Maintenant, il faut conclure. Il faut transformer cette attention en vente. Et c'est là que 95% des gens perdent tout, parce qu'ils n'osent pas conclure. Ils pensent que les clients vont d'eux-mêmes aller acheter leurs produits. Mais non, c'est à vous de prendre les devants et de conclure l'affaire. Avant de parler de comment vendre, il faut comprendre une distinction fondamentale, qui est la différence entre les caractéristiques et les bénéfices de votre produit. Une caractéristique, c'est ce qu'est votre produit. Donc un savon naturel, une formation de 10 heures, 12 modules vidéo, un accès à vie, des PDF téléchargeables. C'est factuel et c'est descriptif. Un bénéfice, c'est ce que le produit va apporter au client. Vous allez sentir bon et attirer les femmes. Vous allez gagner 10 kilos de muscles. Vous allez gagner 10 000 euros par mois. Le bénéfice répond à la question « Et alors ? En quoi ça m'aide ?» Voici la règle. Les gens n'achètent pas des caractéristiques, ils achètent des bénéfices. Prenons quelques exemples. Un savon fabriqué avec des ingrédients naturels, ce sont des caractéristiques. Mais si vous dites « Votre peau ne sera plus sèche et irritée après la douche et vous sentirez le pin et le cèdre pas la lavande », ce sont des bénéfices. Si vous dites « Un abonnement à la salle de sport avec accès 24 heures sur 24 », c'est des caractéristiques. Mais si vous dites « Vous pouvez aller à la salle à 6 heures du matin ou à minuit », donc vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas vous entraîner, ça devient un bénéfice. Si vous dites « Une formation de 8 semaines », c'est une caractéristique. Mais si vous dites « Dans 2 mois », vous aurez lancé votre premier produit et fait vos premières ventes au lieu de rester bloqué à l'étape de la réflexion, ça devient un bénéfice. Maintenant que vous savez parler en termes de bénéfices, voyons comment structurer votre message de vente. On a déjà parlé rapidement de mécanismes dans la partie sur les niveaux de sophistication du marché. Le mécanisme intervient entre les niveaux 3 et 4, c'est-à-dire quand les gens ont déjà entendu votre promesse, donc ils se demandent en quoi votre produit est différent. Votre mécanisme est la réponse à cette question. Je vais vous aider à perdre du poids, tout le monde dit ça. Je vais vous aider à gagner plus d'argent, tout le monde dit ça. Donc les gens ne croient plus aux promesses dans ces marchés. Ils veulent comprendre comment ça fonctionne et en quoi c'est différent de ce qu'ils ont déjà essayé. Par exemple, dans la perte de poids, le mécanisme ça peut être le jeûne intermittent, le régime cétogène, le comptage des calories, une nouvelle méthode d'entraînement. Un bon mécanisme a 3 caractéristiques. Numéro 1, il semble nouveau. Même s'il est basé sur des principes classiques, il doit être présenté d'une manière rafraîchissante. Donc si vous dites apprenez à coder avec des tutoriels de A à Z, c'est vieux. Mais si vous racontez une histoire comme la méthode des projets inversés, où on va d'abord copier le code d'une app qui fonctionne, puis on va la déconstruire ligne par ligne, ça semble nouveau. Numéro 2, le mécanisme doit être logique et crédible. Les gens doivent comprendre pourquoi ça va fonctionner. Donc, si vous dites apprenez à coder en 7 jours, ça semble trop beau pour être vrai. Mais si vous avez un mécanisme du type apprenez à coder en construisant 5 projets concrets que vous pourrez mettre en avant sur votre portfolio et montrer en entretien, ça a du sens. Et ça, c'est vraiment le rôle de la logique dans la vente. La logique ne suffit pas parce qu'elle ne déclenche pas l'action, mais si vous avez une émotion qui a déclenché l'action, un mécanisme crédible va venir renforcer et permettre aux gens de se convaincre d'acheter le produit. Finalement, votre mécanisme doit découler de la vraie cause cachée du problème. Par exemple, si on vous dit vous n'arrivez pas à coder parce que vous n'avez pas assez pratiqué, ça c'est quelque chose que tout le monde sait. Mais si vous racontez une histoire qui est différente et vous dites vous n'arrivez pas à coder parce que vous apprenez dans le mauvais ordre, vous essayez de tout comprendre avant de créer des choses alors qu'il faut créer des choses et ensuite comprendre ce que vous avez créé, ça peut être une révélation. Donc si on prend des exemples de mécanismes dans différents domaines, dans le milieu de comment gagner de l'argent sur internet, la promesse de base c'est gagner votre vie en ligne. Le mécanisme faible ce serait créer du contenu et monétiser.
Un mécanisme plus fort, ce serait le système du produit pilote où vous allez vendre votre formation avant de la créer pour valider la demande et ne jamais perdre de temps sur un produit que personne ne veut. Dans l'amour, la promesse serait trouver l'amour. Le mécanisme faible serait soyez vous-même. Et un mécanisme plus fort serait la méthode des styles d'attachement qui permet d'identifier votre style et celui de votre partenaire pour éviter les sabotages inconscients qui ruinent vos relations. Dans le domaine de la santé, la promesse pourrait être ayez plus d'énergie. Le mécanisme faible serait dormez mieux et le mécanisme fort serait le protocole des régulations circadiennes qui synchronise votre exposition à la lumière du jour pour optimiser votre cycle hormonal et multiplier votre énergie naturelle. Encore une fois, le mécanisme, c'est une question d'équilibre. Il doit être assez spécifique pour être différenciant, mais assez simple et familier pour être compris en quelques secondes. Plus votre mécanisme est clair, plus votre produit est facile à vendre. Donc je viens de vous donner plusieurs exemples de mécanismes sur des formations. Si on prend des produits physiques, Dr Squatch, c'était le savon dont on a parlé tout à l'heure, la promesse c'est une peau saine et qui sent bon. Le mécanisme faible, ce serait juste de dire c'est un savon naturel. Le mécanisme fort, ce serait le processus de saponification à froid. Donc il vous explique que les savons industriels cuisent les ingrédients à haute température et extraient la glycérine naturelle pour la revendre, et c'est pour ça que la peau est sèche. Dans le cas de Dr Squatch, ils font le processus à froid et ça préserve tous les bienfaits naturels des huiles. Si on prend les aspirateurs de Dyson, la promesse c'est une maison plus propre. Un mécanisme faible serait de dire notre aspirateur aspire plus fort. Le mécanisme fort dans ce cas-là, c'est la technologie cyclonique brevetée. Au lieu d'un sac qui se bouge progressivement et perd 50% de sa puissance, l'air tourne à 100 000 tours par minute pour séparer la poussière par forge centrifuge, maintenant une aspiration constante du début à la fin. Dans le cas de Dollar Shave Club qui vend des rasoirs, la promesse, c'est un rasage de qualité pour pas trop cher. Le mécanisme faible, ce serait de dire « Regardez, nos lames, elles sont super aiguisées » sur nos rasoirs. Le mécanisme fort, c'est de dire « On a un modèle direct au consommateur ». On élimine les pharmacies, les supermarchés, les pubs télé qui coûtent des millions, les ambassadeurs sportifs que Gillette paye. Vous payez pour des lames de qualité fabriquées par les mêmes usines, mais pas pour le marketing qui va au-dessus. Remarquez que dans chaque cas, le mécanisme fort explique pourquoi la solution existante ne fonctionne pas, puis présente une approche différente qui a du sens. C'est ça un bon mécanisme. Maintenant que vous avez un mécanisme, il faut prouver que ça fonctionne. Et il y a plusieurs types de preuves. Il y a la preuve sociale qui est souvent la plus puissante parce que les humains sont des animaux sociaux. On regarde ce que font les autres pour décider quoi faire. Il y a plusieurs manières de donner de la preuve sociale. Il y a les témoignages de clients. Ce sont des clients qui expliquent comment votre produit les a aidés. Plus c'est spécifique et détaillé, mieux c'est. Donc un client qui dit ce produit est génial, ça ne vaut pas grand chose, mais un client qui dit j'ai utilisé cette formation pendant 6 semaines et j'ai gagné mon premier client à 5 000 €, voilà exactement comment j'ai fait, ça c'est beaucoup plus efficace parce que c'est extrêmement spécifique sur les problèmes rencontrés et les résultats obtenus. Par exemple, Dr Squatch veut vous prouver que leur savon sent très bon et va attirer les femmes. Mais au lieu de vous le dire, il vous le montre avec des témoignages. It smells really good, yeah. Really sexy. Oh, that smells really good. I would use it, but like if a guy smelled like that too, I'd be like, oh. If my man was wearing this, I would be all over him. Une autre manière de créer de la preuve sociale, c'est à travers les chiffres. Quand je vous dis que plus de 1800 formateurs utilisent Schoolmaker pour accompagner plus de 500 000 personnes, c'est la preuve par le chiffre. Les gros chiffres créent de la crédibilité. Si autant de gens utilisent votre produit, c'est qu'il doit être bon. Un autre vecteur de preuve sociale, c'est les logos et les noms connus. Par exemple, beaucoup de startups vont vous dire que leur produit est utilisé par Google, Microsoft et Amazon comme une marque de crédibilité. En début de vidéo, j'ai aussi cité mon éditeur Erol pour vous dire qu'il a publié un livre et pas chez n'importe qui. Quand vous citez ce genre de nom, ça transfère une partie de la crédibilité de la marque citée à votre produit. Un autre vecteur de preuve sociale, ce sont les certifications et les récompenses. Donc c'est les phrases du type élu meilleur produit de l'année, certifié par X, recommandé par Y. Ça peut aussi être les diplômes. Autre vecteur de preuve sociale, les médias. Vu dans Forbes, TechCrunch et Le Monde. C'est le même principe. Si les médias parlent de vous, vous devez être crédible. Au-delà de la preuve sociale, il y a d'autres types de preuves. Par exemple, votre propre histoire. Comment vous avez vous-même utilisé cette méthode pour obtenir des résultats. Il y a les démonstrations. Montrer que ça fonctionne en temps réel. Par exemple, si vous avez un logiciel, vous allez filmer votre écran et montrer comment vous faites les choses. C'est aussi ce qu'on a beaucoup dans les pubs de lessive où on vous démontre à l'écran comment cette lessive retire les taches. Vous pouvez aussi utiliser des preuves scientifiques. C'est les études, les recherches, les statistiques. Quand les gens citent une étude de Harvard qui a démontré X ou Y, c'est le genre de preuve auquel ils font appel. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que les gens ne vont jamais acheter votre produit parce que vous avez des témoignages ou parce que vous avez une étude scientifique. Ils achètent parce que vous avez suscité une émotion qui leur donne envie d'acheter et ensuite ils vont utiliser les preuves que vous leur donnez pour s'auto-convaincre. Parce que dans la tête de votre prospect, il y a une guerre. D'un côté, il veut votre produit. Il veut les résultats, il est excité par la promesse. De l'autre côté, il y a les doutes, les peurs,
les questions. Et si ces questions ne trouvent pas de réponse, ils n'achètent pas. Et donc à ce stade, le rôle du marketing, c'est d'identifier toutes les objections possibles et de les désamorcer. Idéalement, vous voulez répondre à l'objection avant même qu'elle ne soit posée consciemment. La meilleure gestion des objections, c'est au moment où une objection vient en tête de votre prospect, automatiquement, vous lui donnez la réponse. Si on reprend de nouveau des exemples qui viennent du domaine de la formation, des objections fréquentes seraient par exemple: est-ce que ça va marcher pour moi personnellement dans ma situation? Dans ce cas-là, vous voulez par exemple montrer des études de cas de gens dans leur situation. Vous voulez expliquer comment, même si vous êtes débutant, même si vous n'avez pas de temps, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, même si vous avez déjà essayé autre chose, alors cette méthode va quand même fonctionner pour vous et je vais vous le prouver. Une autre objection, c'est: j'ai pas le temps, je suis déjà trop occupé. La réponse, ce serait de montrer que ça prend seulement 20 minutes par jour. Vous pouvez le faire en parallèle de votre job. Autre objection: est-ce que ça va être trop compliqué pour moi? Est-ce que je suis pas assez avancé? Est-ce que je manque de compétences? La réponse, souvent, ça va être d'expliquer: c'est conçu pour les débutants, vous partez de zéro, il n'y a aucune compétence préexistante qui est nécessaire, tout va être appris dans la formation. Une autre objection fréquente, et là pour beaucoup de types de produits, c'est les gens qui vous disent: c'est trop cher. La réponse, c'est de montrer le retour sur investissement, de montrer que finalement, vous y gagnez par rapport à un produit concurrent. Et encore plus important, vous y gagnez par rapport à ne rien faire. Donc si vous vendez une formation à 500 €, vous allez souvent dire: oui, 500 € c'est beaucoup d'argent. Mais si cette formation, vous allez trouver un seul nouveau client à 5 000 €, elle aura rentabilisé son prix par 10 fois. Une autre manière de faire, c'est de recontextualiser le prix. Donc si votre formation à 500 €, elle dure un an, vous pourrez dire moins de 2 € par jour. La clé, c'est d'anticiper. Listez toutes les objections pour lesquelles quelqu'un pourrait ne pas acheter et répondez à chacune. Dans d'autres domaines, les objections seront sur les frais d'expédition, sur la garantie de résultat, sur les conditions de retour, etc. C'est des questions à laquelle vous devez impérativement répondre avant que la personne ne clique le bouton pour acheter. Même après tout ça, les gens ont peur de se faire avoir, de gaspiller leur argent et de faire le mauvais choix. Et cette peur les empêche d'acheter. Votre job, c'est de retirer tout le risque de l'équation. Et l'outil qu'on va utiliser ici, c'est la garantie. La garantie la plus classique, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Le client peut essayer le produit, s'il n'est pas content, il récupère son argent, il y a zéro risque. Mais on peut aller plus loin. Par exemple, avec une garantie qui inverse le risque. Si vous n'obtenez pas le résultat en 90 jours, je vous rembourse et je vous paye le produit équivalent chez un concurrent. Là, vous ne retirez pas juste le risque, vous montrez que vous prenez un risque en vendant le produit. Et psychologiquement, c'est extrêmement puissant parce que ça montre que vous croyez tellement en votre produit que vous êtes prêt à perdre de l'argent si ça ne marchait pas. Une autre forme de garantie, c'est l'essai gratuit. Essayez gratuitement pendant 14 jours, aucune carte de crédit requise. Donc là, il y a zéro risque pour démarrer, il n'y a même pas le problème de devoir payer pour ensuite demander un remboursement. Les gens se disent: je peux tester sans friction. C'est d'ailleurs ce qu'on propose sur Schoolmaker. Si vous voulez tester la meilleure plateforme de formation, vous pouvez juste cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours. Ok. Vous avez un bon positionnement, vous avez capté l'attention, vous avez donné des preuves, vous avez répondu aux objections, vous avez retiré le risque. Mais il reste un problème. Les gens vont se dire: ouais, c'est bien son truc, je vais y penser, et ne jamais revenir. Parce que sans urgence, il n'y a pas d'action. L'urgence, c'est ce qui transforme je le ferai un jour en il faut que je le fasse maintenant. Ici aussi, il y a plusieurs manières de créer l'urgence. Le plus simple, c'est la rareté temporelle. Cette offre expire dans 48 heures. Les inscriptions ferment vendredi, ou cette réduction est valable jusqu'à ce soir à minuit. Si les gens savent qu'ils peuvent revenir demain ou dans une semaine ou dans un mois et payer le même prix, ils vont procrastiner. Mais s'ils savent que demain c'est trop tard, ils vont agir maintenant. Une variante, c'est la rareté quantitative. Il reste seulement 10 places. Le stock est limité à 50 unités. Seulement 5 personnes peuvent bénéficier de cette offre. Il y a un dernier concept crucial qui est particulièrement important pour vendre des formations, qui est le concept de la fausse solution. Parce que votre client n'arrive pas vers vous avec une page blanche. Il a déjà essayé des choses qui n'ont pas marché. Alors, en quoi est-ce que votre produit est différent? Votre job, c'est de montrer que numéro 1, ce qu'il a déjà essayé est une fausse solution qui ne fonctionne pas pour X ou Y raison. Numéro 2, que d'ailleurs, la fausse solution est même nocive et aggrave le problème. Et numéro 3, votre solution est la seule qui est raisonnable si on comprend la vraie cause du problème. Le modèle est le suivant. On commence par poser le problème, ou en tout cas ce que le client pense être son problème. On identifie ensuite la fausse cause, ce que le client pensait être la cause du problème. Et on explique la fausse solution que le client a déjà essayé pour résoudre le problème et qui n'a pas marché. On va ensuite expliquer l'impact de la fausse solution. Pourquoi ça n'a pas marché, ou pire, pourquoi ça a aggravé le problème. Et finalement, on arrive sur la vraie cause, la révélation. Voici la vraie raison pour laquelle le problème existe, et de là découle la vraie solution, qui est votre mécanisme, la seule manière logique de résoudre le problème une fois qu'on a compris la vraie cause. Je sais que ça semble un peu théorique dit comme ça, donc on va prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est vendre une formation sur le copywriting. Le problème, c'est je ne fais pas assez de ventes. C'est pour ça que le client vient vers moi. Et il pense que la cause, c'est qu'il n'a pas assez de trafic, il n'a pas assez de visites sur son site. Donc, il a déjà essayé la fausse solution qui est de faire plus de contenu et de faire de la pub. Le résultat,
c'est que ça ne fonctionne pas, il n'a toujours pas assez de ventes, il a l'impression de verser de l'eau dans un seau qui est percé. Donc à ce stade-là, on va présenter la vraie cause. La raison pour laquelle vous ne vendez pas assez, c'est pas que vous n'avez pas assez de trafic, c'est que vous ne convertissez pas assez. Les gens arrivent sur votre site et ne sont pas convaincus par votre produit, donc ils partent sans rien acheter. La vraie solution est donc d'améliorer votre copywriting, d'apprendre à vendre par l'écrit, à faire des meilleures pages de vente pour pouvoir convaincre les gens qui sont là. Et de cette manière, vous allez faire plus de ventes sans avoir besoin d'augmenter votre trafic. Autre exemple, la séduction. Le problème pour lequel les gens viennent vers vous, c'est « je suis célibataire ». La fausse cause qu'ils ont dans leur tête, c'est « je suis célibataire parce que je ne sais pas quoi dire pour aborder une fille ». Donc la fausse solution qu'ils ont déjà testée, c'est apprendre des phrases d'approche pour parler aux femmes. L'impact de cette fausse solution est double. Numéro 1, les gens ont beau avoir mémorisé des phrases, s'ils ont peur, ça ne va pas les aider à y aller. Et numéro 2, même s'ils y vont et qu'ils commencent à avoir une conversation, le fait qu'ils ont dû mémoriser des phrases font qu'ils manquent de confiance en eux, qu'ils ne sont pas authentiques et qu'ils n'arrivent pas à créer une connexion et une attraction. Donc là, le marketeur arrive et vous dit, la vraie cause de votre problème, c'est la timidité et la peur du rejet. Donc la vraie solution, ça va être un produit qui va aider les gens à surmonter cette peur. Troisième exemple, formation sur YouTube. Le problème, ce serait, ma chaîne YouTube ne décolle pas. Les gens pensent que la cause, c'est YouTube est saturé. Donc la fausse solution, c'est il faut juste persévérer et publier des vidéos super régulièrement jusqu'à percer. Un jour, l'algorithme va me choisir. L'impact de cette fausse solution, c'est que vous publiez régulièrement du contenu médiocre qui ne fait pas de vues. La vraie cause qui fait que votre chaîne YouTube ne fonctionne pas, c'est que vous avez un mauvais taux de clics et une mauvaise rétention sur vos vidéos. Donc elles ne sont pas recommandées par l'algorithme. La vraie solution est donc de choisir les bons sujets, d'avoir le bon script, les bonnes miniatures, les bons titres, et c'est ça qui va permettre à vos vidéos de décoller. Ce modèle est puissant parce qu'il vous positionne comme quelqu'un qui comprend le problème mieux que le client lui-même. Vous montrez que vous savez pourquoi tout ce qu'il a essayé n'a pas marché, et ensuite vous révélez la vraie cause. Si vous faites ça bien, votre solution devient une évidence. Et oui, ça s'applique en dehors de la vente de formation. Autre exemple, Slack, l'outil de communication en entreprise. Le problème, c'est on n'arrive pas à s'organiser correctement au travail. La fausse cause, c'est on reçoit trop d'emails, on est perdu. La fausse solution serait on va mettre en place des filtres et des dossiers pour mieux organiser la boîte mail. Mais l'impact, c'est que vous passez beaucoup de temps à organiser votre boîte mail, les conversations importantes sont quand même perdues dans des fils de réponse et c'est impossible de retrouver la décision que vous avez prise il y a 2 semaines. Donc ici, Slack va arriver avec la vraie cause. Et la vraie cause, c'est que l'email n'est pas fait pour les conversations d'équipe en temps réel. L'email, ça a été conçu en 1971 pour envoyer des messages asynchrones entre les universités. La vraie solution est donc des canaux de discussion par projet où tout l'historique est cherchable avec des intégrations qui centralisent les notifications au lieu de polluer votre boîte mail. Et voilà, vous avez maintenant les 3 piliers du marketing. Le positionnement, c'est comprendre le besoin, créer une proposition de valeur claire, définir votre avatar, adapter votre message à la sophistication du marché et créer un contre-positionnement. L'attention, c'est être où votre client est, créer des accroches avec de la curiosité et de la négativité. Et finalement, la vente, c'est parler en bénéfice plutôt qu'en caractéristiques, avoir un mécanisme clair, donner des preuves, anticiper et désamorcer toutes les objections, retirer le risque avec une garantie, créer de l'urgence et révéler la fausse solution pour positionner votre vraie solution. Si vous maîtrisez ces 3 piliers, vous êtes déjà plus avancé en marketing que 99% des gens. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est pratiquer pour devenir progressivement meilleur sur ces fondamentaux. Et si vous voulez aller encore plus loin, allez voir cette vidéo où je condense 13 ans de conseils marketing en 26 minutes.